Réussir à poser le petit rover Curiosity sur la surface de Mars est un exploit qui n'a pas fini de bouleverser notre vision de la planète rouge. Okay, I'm out. Okay, he's out. He's float free. Okay, I put a little roll in, took it right out. Le programme Gemini a été conçu à la hâte par la NASA pour perfectionner les techniques d'alunissage. Well, you know, I can't see it on the screen. Lors de Gemini 4, Ed White était sorti de sa capsule et avait marché dans l'espace. Mais la tentative de rendez-vous entre l'appareil et le lanceur s'était soldée par un échec. Gemini 5 avait établi le record américain de durée, près de 8 jours, mais la manœuvre de rendez-vous avait échoué également. Le matin du 25 octobre 1965, 2 fusées attendent de décoller à Cap Canaveral. Wally Schirra et Tom Stafford sont prêts pour le décollage à bord de Gemini 6. Un véhicule cible, Agena, attend sur la rampe 14. Comme il est essentiel de maîtriser le rendez-vous et l'amarrage pour se poser sur la Lune, la NASA a fait construire le module d'amarrage Gemini destiné à être envoyé en orbite grâce au propulseur Atlas. Pendant les dernières minutes du compte à rebours avant le lancement de l'Atlas Agena, l'équipage de Gemini 6 attache ses sangles. Gemini 6 doit effectuer 4 fois la manœuvre de rendez-vous spatial puis d'amarrage avec l'Agena au cours du vol qui doit durer 2 jours. Gemini 6 doit décoller 90 minutes après l'Agena. La mise à feu du véhicule cible se déroule comme prévu. C'est le premier vol de l'Agena au sein du programme Gemini. Le propulseur Atlas a, lui, servi au cours du programme Mercury et l'US Air Force a déjà utilisé l'étage supérieur de l'Agena. Le lancement du véhicule cible est un succès. Mais quelques minutes après la libération de l'étage supérieur, toutes les télémesures sont perdues et le radar détecte 5 objets séparés. La mission Gemini n'a désormais plus d'intérêt. Le lancement est annulé. Schirra et Stafford descendent de l'appareil. Tout le monde n'est pas d'accord sur la marche à suivre. Avec un lancement prévu toutes les 6 semaines, le calendrier du programme Gemini est très dense. Et il n'y aura pas d'Agena de remplacement prêt à décoller avant le prochain vol prévu, Gemini 7. Le 4 décembre 1965, Jim Lovell et Frank Borman prennent le petit déjeuner avant le lancement de l'appareil Gemini 7. Avec eux se trouve l'équipage de Gemini 6A, qui doit partir 9 jours plus tard. Gemini 7 établit un nouveau record de durée. Durant les 14 jours passés en orbite, l'équipage porte des nouvelles combinaisons légères, plus confortables. Les médecins de la NASA s'inquiétaient des effets prolongés de l'état d'apesanteur sur les astronautes, en particulier de la diminution constatée de leur taux de globules rouges. 3, 2, 1. Gemini 7 a été conçu pour répondre à ces craintes. Gemini 7 est lancé comme prévu et doit être suivi par Gemini 6A. Il a fallu plus de 60 jours pour que la NASA programme un nouveau lancement. L'équipage, qui dispose de 8 jours avant le vol, entre en action. Dès qu'ils sont en orbite, les astronautes de Gemini 7 tournent l'appareil et commencent le suivi avec l'étage supérieur. Gemini 4 avait tenté d'effectuer la même manœuvre, mais sans succès, en raison de connaissances insuffisantes sur la mécanique orbitale. Le 12 décembre, Schirra et Stafford se préparent pour Gemini 6A, la deuxième tentative de Gemini 6. Si tout se passe bien, ils seront en orbite aux côtés de Gemini 7 seulement 6 heures après le décollage.
L'équipage de la rampe de lancement a réussi l'exploit de préparer un propulseur à temps. Le compte à rebours se passe bien. Mais tout à coup, tout s'arrête. Les moteurs se sont coupés 1 seconde après le démarrage. Le commandant Schirra pourrait actionner le levier permettant d'éjecter les 2 hommes de la capsule, mais il choisit d'attendre. Personne ne connaît l'origine du problème. C'est la 2e fois que Gemini 6 échoue au lancement. En réalité, une fiche électrique s'est déconnectée avant le décollage et l'ordinateur de bord refuse de répondre. Les techniciens réparent cette panne ainsi qu'un défaut dans la turbopompe et 3 jours plus tard, ils sont prêts pour une nouvelle tentative. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Le plan de vol prévoit un rendez-vous lors de la 4e orbite de Gemini 6. Schirra effectue la première correction orbitale 94 minutes après le décollage. Gemini 7 doit rester passive. Tous les ajustements orbitaux sont effectués par Gemini 6. 3 heures plus tard, les 2 appareils ne sont plus éloignés que de 400 km. Schirra et Stafford détectent Gemini 7 avec leur radar. Après 5 heures, ils aperçoivent un petit point lumineux. Peu de temps après, les 2 appareils spatiaux volent en formation. 3 ans plus tôt, en 1962, les Russes ont lancé Vostok 3 et Vostok 4 afin de les faire voler à proximité. Un succès supplémentaire pour l'Union soviétique. Mais avec le rendez-vous de Gemini 6 et Gemini 7, les Américains se rendent compte que les Vostok ont simplement été lancés en parfaite synchronisation. La réussite de la NASA réside dans la précision des modifications de trajectoire orbitale. Pendant plus de 4 heures, les 2 appareils volent côte à côte et se rapprochent parfois à 30 cm l'un de l'autre. Si cet exploit redonne confiance à la NASA, la mission n'inclut pas d'amarrage, comme cela était prévu à l'origine avec l'Agena. Après une journée passée en orbite, Gemini 6 rentre dans l'atmosphère terrestre. Le module sera récupéré dans l'océan Atlantique. Gemini 7, lui, continue son vol en orbite pendant 2 jours de plus. Borman et Lovell battent un record de durée et passent le temps en lisant des livres. Ils reviennent sur Terre le 18 décembre et sont repêchés par le WASP, le même navire qui a récupéré l'équipage de Gemini 6. C'est à ce moment-là que la NASA commence à envisager la possibilité que les Américains aient acquis une plus grande expertise spatiale que les Russes. Mais l'exercice d'amarrage n'a toujours pas été tenté et personne n'imagine à quel point il est complexe. Quand Cassini atteint Saturne, les équipes du GPL attendent fébrilement la confirmation qu'elle a correctement effectué les manœuvres d'insertion en orbite. Elle arrive en juillet 2004, après un voyage de près de 7 ans. Elle doit accomplir une poussée de 95 minutes d'une extrême précision pour s'insérer sur une orbite particulièrement excentrique. À cause des immenses distances, le vaisseau doit opérer de manière autonome. Cassini reçoit des instructions envoyées longtemps à l'avance par le réseau d'antennes Deep Space Network. Le signal tant attendu confirmant l'insertion en orbite a pris 85 minutes pour parvenir à la Terre. Après 6 mois en orbite autour de Saturne, Cassini se dirige vers Titan, la plus grande lune de Saturne.
L'appareil est déjà passé à proximité de Titan plusieurs fois pour prendre des images radar et des photographies, mais cette fois, Cassini dépose un atterrisseur, Huygens. Titan est si grande et son atmosphère si dense que Huygens a été équipé d'un bouclier thermique et d'un parachute. Alors qu'il flotte vers la surface de la Lune, l'atterrisseur commence à prendre des clichés et analyse les gaz qui constituent son atmosphère. Huygens réalise le premier atterrissage en douceur aux confins du système solaire. Mais ce succès est entaché d'une déception. Un des enregistreurs de la sonde Cassini qui reçoit les données de l'atterrisseur ne fonctionne pas. La moitié des images a été perdue. Nous savons désormais que la surface de Titan possède des lacs constitués de méthane liquide. La sonde Cassini est restée active pendant plus de 10 ans et elle nous a permis de découvrir les étranges comportements de Saturne. Il semblait au début que les vitesses de rotation des hémisphères nord et sud de la géante gazeuse étaient différentes. Mais il est apparu qu'en réalité, ce sont les vents du sud et les vents du nord qui soufflent à des vitesses différentes. La trajectoire orbitale de Cassini est régulièrement modifiée afin que les spécialistes puissent observer de plus près des zones particulières. Une autre lune de Saturne, Encelade, les a surpris. Mesurant 1/10 de la taille de Titan, elle présente cependant une atmosphère ténue constituée de vapeur d'eau. Les observations laissent penser que cette atmosphère est renouvelée par une activité volcanique aqueuse au pôle. Équipé d'un spectromètre de masse, Cassini est capable de détecter l'eau salée et divers hydrocarbures. On pense qu'un océan d'eau salée se trouve sous la surface de glace d'Encelade. Certains physiciens pensent que l'anneau externe E de Saturne reçoit des particules projetées par Encelade. En 2008, Cassini a été rebaptisée mission Equinox. Suite à une deuxième extension, elle devient la mission Cassini Solstice. La période de révolution de Saturne autour du Soleil est d'environ 30 ans. Comme la Terre, son axe de rotation est incliné. Ainsi, la planète a des saisons. Quand Cassini est arrivé, le pôle nord de la planète était dans l'ombre. Ce n'est que récemment que la sonde a pu prendre des clichés du curieux vortex polaire de forme hexagonale. Ce motif avait déjà été observé dans les années 80 par la mission Voyageur. À l'arrivée du printemps saturnien sur l'hémisphère nord, 2 immenses tempêtes ont été repérées. Elles présentaient des points chauds situés dans la partie infrarouge du spectre et se déplaçaient vers l'ouest. La plus grande des deux progressait plus vite et a fini par engloutir l'autre. Même après la disparition des perturbations dans les nuages, la tempête était toujours visible dans la partie infrarouge du spectre. Les anneaux de Saturne, qui sont en orbite au-dessus de l'équateur, s'étalent sur un rayon allant de 6 000 à 120 000 km de la surface. Pourtant, ils ne sont épais que d'une vingtaine de mètres. Ils sont constitués de particules de glace allant de quelques microns à une dizaine de mètres. Les agrégats présents dans les anneaux ont changé depuis le passage de Voyageur. Ceux de l'anneau F peuvent varier en quelques semaines seulement. Saturne possède au moins 150 satellites. On pense que les petites lunes au sein des anneaux perturbent les particules. Quand sa mission prendra fin, le carburant venant à manquer, Cassini entamera une trajectoire risquée. Elle se glissera entre la planète et son anneau le plus proche, là où les chances de collision avec les débris en orbite sont les plus élevées. La sonde prendra des échantillons des couches supérieures de l'atmosphère et nous permettra d'en savoir plus sur la masse des anneaux. Afin d'éviter toute interférence avec les fragiles satellites, Cassini s'écrasera sur Saturne. En 2005, la mission MRO, pour Mars Reconnaissance Orbiter, a fait route vers la planète rouge. Mars Global Surveyor, Mars Express et Mars Odyssey étaient déjà en orbite autour de la planète et les rovers Spirit et Opportunity à sa surface.
Mais la MRO a différents objectifs qui posent les jalons des futures missions martiennes et devraient aboutir à l'atterrissage de la première mission habitée sur la planète dans 15 ans environ. Grâce à la mission, Mars a pu être cartographié avec une grande précision et les informations recueillies ont permis de choisir un site pour poser l'atterrisseur Phoenix. La sonde collecte également des données sur le climat de la planète. Tandis que la sonde permettait de se faire une meilleure idée de Mars, les équipes sur Terre s'activaient à la fabrication d'un nouvel astromobile. Un rover d'un nouveau genre capable de fonctionner étroitement avec la sonde MRO. De la taille d'une petite voiture, il est fabriqué par Lockheed Martin sous la supervision du JPL de la NASA. Contrairement au rover précédent qui était alimenté par des panneaux solaires, il est équipé d'un générateur thermoélectrique à radioisotope d'une durée de vie minimale de 14 ans. Baptisé Curiosity, le rover possède nombre de caméras et d'instruments d'analyse chimique ainsi qu'un bras robotisé et un détecteur de radiation. Avant d'être envoyé dans l'espace, il a été soumis à des vibrations et des températures intenses. Fin 2011. Logé dans la coiffe d'un lanceur Atlas V, Curiosity est attaché à un véhicule EDL qui l'accompagnera dans sa rentrée dans l'atmosphère. Mars étant proche, la fenêtre de lancement est très étroite. 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and lift off. L'appareil mettra 8 mois pour atteindre sa destination. Le deuxième étage, Centaure, place la sonde sur une trajectoire interplanétaire vers Mars. Avant la séparation, la sonde est mise en rotation lente pour la stabiliser. Durant la croisière, des chauffages permettent de réguler la température et de maintenir les systèmes électroniques dans des conditions acceptables. Les panneaux solaires fournissent l'énergie pour les communications et pour les systèmes de propulsion nécessaires aux corrections de trajectoire. L'équipe du JPL scrute les écrans de contrôle pendant l'approche de Mars. 10 minutes avant d'atteindre l'atmosphère de Mars, l'étage de croisière est largué. Une séquence de manœuvres d'une incroyable complexité est sur le point de se dérouler. L'appareil entre dans l'atmosphère à 20 000 km/h et commence la décélération. Les propulseurs maintiennent la trajectoire en direction de la cible choisie à l'aide de la mission MRO. Des signaux confirmant le bon déroulement de la phase d'approche sont transmis au JPL grâce à Mars Odyssey. Ensuite, les lestes sont largués afin que l'appareil maintienne un angle d'attaque non nul pour déployer le parachute. À 1600 km/h, une fois la sonde sous le petit parachute, le bouclier thermique est éjecté. Depuis son orbite, le MRO a saisi cette image de la descente. À 1500 mètres, les tâches de descente se séparent du bouclier arrière et les propulseurs d'atterrissage sont enclenchés. Un altimètre mesure l'altitude et la vitesse de l'engin. À 20 mètres, la sonde vole à 3 km/h. Le rover est descendu au bout de 3 câbles et déploie ses roues.
Quand il touche le sol, les propulseurs de l'étage de descente sont réactivés et le cordon ombilical sectionné. La technique de grutage avait pour but d'éviter que les débris et la poussière agités par les propulseurs n'abîment le rover. La plupart des ingénieurs du JPL ont consacré leur vie à ce projet. C'était la première tentative d'atterrissage et elle a été couronnée de succès. Presque immédiatement, une image est envoyée à la salle de contrôle. Grâce à ces HazCam, des caméras qui détectent les obstacles, Curiosity transmet des images de la surface martienne. Le MRO joue un rôle de centre de communication. La sonde enregistre les signaux UHF émis par le rover et les transmet vers la Terre dès qu'elle le peut. Curiosity s'est posée près du cratère Gale, au sud de l'équateur. Le rover a commencé à transmettre des informations détaillées sur l'état du système, sur sa descente et sur l'atterrissage. Au cours des premiers jours, les opérations de surface commencent, pilotées par le processeur embarqué. Le mât du rover est mis en position verticale et la petite caméra qui est fixée au sommet va complètement bouleverser notre vision de la planète rouge.